Comme d'habitude, vous pouvez poser toutes vos questions. Là, pour le coup, on est sur un live beaucoup plus interactif, on va dire, que d'habitude. Donc, le cahier, le stylo et on va essayer d'apprendre à sketchnoter en 25 minutes. Les filles, je vous laisse la main et je reviens plus tard. N'hésitez pas à me faire des petits coucou si vous voulez que je vienne vous montrer mes performances. Parce que je vais le faire en même temps. Allez, à tout de suite. Merci les filles. Alors, peut-être rapidement pour nous présenter, Alex, je te laisse te présenter très vite. Alors, donc moi je suis Alexandrine Tanassak, enseignante de SVT initialement et formatrice en pédagogie pour les enseignants, pour les élèves, pour en gros tous ceux qui veulent apprendre de façon plus efficace. Voilà. Et tu sketchnotes depuis? Depuis 3 ans à peu près, mais un peu plus intensément depuis cette année. Voilà, et moi je suis Gaëlle Roudot, donc moi je suis consultante en transfo digital, j'accompagne mes clients sur leurs projets digitaux, en freelance depuis 2 ans, et sketchnoteuse aussi à peu près depuis 2 ans, de façon très intense depuis cette année. Voilà, et j'ai lancé au mois de mars un petit projet qui s'appelle la Patate at Work, hein, que vous pouvez suivre sur Insta. Alors, on a décidé avec Alex de vous imaginez un petit live vraiment interactif et pratico-pratique. L'idée, c'est que vous profitiez de ce live pour vraiment tester le sketchnoting en direct et de vous jeter à l'eau. Donc pas d'inquiétude, on va vous accompagner pas à pas. Il n'y a pas d'obligation de résultat non plus. L'idée, c'est vraiment juste de vous jeter à l'eau et de tester votre cerveau adaptatif, comme aurait dit Ingrid, ou votre growth mindset, comme aurait dit Marie-Josée Côté lors des derniers lives. Je te laisse peut-être passer à la slide suivante. Donc pour ça, en fait, on vous propose de préparer une petite feuille qui ressemble un peu à ça, hein. Donc avec les cases qui sont sur l'écran, 4 cases, un titre en haut, et puis on va vous guider pour vous permettre de compléter tout ça. En gros, vous allez voir que dans ce live, on va d'abord vous donner une petite définition que vous pourrez mettre dans la première case du sketchnoting. Ensuite, on vous donnera tous les outils vraiment pratiques pour le faire. On vous parlera des finalités du sketchnoting et enfin, on vous donnera bien sûr des clés de succès pour y arriver par la suite. Alors le sketchnoting, qu'est-ce que c'est? Sans doute que comme moi, comme nous toutes, vous participez à des réunions, vous prenez des tas de notes, vous allez à des conférences, vous enregistrez un maximum de choses de façon écrite, mais en réalité, qu'on se le dise, personne ne relit jamais ces notes. Donc, en fait, l'idée du sketchnoting, c'est une discipline qui appartient à ce qu'on appelle la pensée visuelle, un mode de pensée qui repose à la fois sur les images et l'association d'idées. En fait, on a tous une pensée visuelle. Si je vous dis le mot chien, vous allez forcément penser d'abord à une photo de chien ou un dessin de chien avant de voir le mot chien apparaître dans votre cerveau. On est d'accord? Donc, le sketchnoting, plus concrètement, donc appartient à cette pensée visuelle et permet en fait une prise de notes qui va mêler des éléments visuels et des éléments textuels. En gros, sketchnote, ça veut dire sketch en anglais, griffonné, dessiné, et note, prise de notes. Voilà. Donc, comme vous le voyez sur ce petit dessin de Mike Roth, qui est un des pères, entre guillemets, fondateurs de la discipline du sketchnoting, l'idée, c'est vraiment de capturer des idées et non pas de faire des œuvres d'art. Attends, Si tu peux, voilà. Du coup, j'ai mis textuel entre parenthèses, non, entre guillemets, pardon, parce que justement, comme elle disait, Gaëlle, c'est vraiment l'important, c'est de mêler les deux, images et mots, et en fait, plutôt que texte, c'est plutôt vraiment des mots, des idées clés. Donc là, c'est un début, donc forcément, ce sera un peu compliqué, mais vraiment essayer de travailler comme un texto, vraiment de faire une prise de notes. Pas la peine de dire tout ce qu'on dit, de faire des textes en fait, des mots clés, des idées clés, quelques idées éparpillées. Je te redonne la parole. Pas de souci. Alors, tu peux même changer de slide, voilà.
L'idée, en fait, quand on est en sketchnoting, c'est donc en temps réel, au cours d'une réunion, d'une conférence, c'est donc de prendre ces notes avec, comme le disait Alex, à la fois des visuels et des petits mots-clés, un peu de texte. Et finalement, ça va vraiment impliquer l'ensemble du corps et de l'esprit et ça va vous permettre de générer un état de concentration très fort. Pourquoi? Parce que d'abord, en sketchnoting, premier point, c'est l'écoute. Et c'est une écoute qui doit être, entre guillemets, active. C'est-à-dire, on va essayer d'éliminer un maximum les distractions autour de soi, on ne regarde pas son téléphone portable, et on va vraiment focaliser son attention, diriger son attention sur les propos de l'intervenant. Pourquoi? Est-ce que ça va déjà nous aider un petit peu à définir la structure de son discours, mais surtout, ça va nous aider à capter les idées essentielles de son propos. Ensuite, le deuxième aspect du sketchnoting, et donc à partir du moment où on a capté ces idées, c'est de faire le tri. Donc on va en fait véritablement filtrer l'information pour en capter la substantifique moelle, en faire une synthèse et n'avoir que les idées principales. Et enfin, le temps de représentation, c'est-à-dire le dessin, finalement c'est un petit peu voilà, le bout de l'exercice. Quand on a relevé toutes ces idées, on établit une espèce de carte visuelle du contenu où on va représenter sous forme de pictogrammes et de mots-clés tout ce qui a pu être dit. Alors, comment on fait concrètement maintenant? On va donc passer sur la deuxième partie. Vous pouvez donc attaquer logiquement la deuxième grande case de votre sketchnote. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour sketchnoter, si tu peux passer à la slide suivante, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir bien dessiner. Si comme la plupart d'entre nous, vous avez arrêté de dessiner à peu près à l'entrée au collège, quand vous aviez 10-11 ans, dites-vous que ce niveau de dessin suffit largement en fait. Donc en gros, le sketchnoting va s'appuyer sur des formes de base que vous voyez sur le... D'ailleurs non, c'est de l'autre côté, c'est de ce côté, voilà. Sur, sur le visuel, donc essentiellement des carrés, des ronds, des triangles et des lignes courbes ou droites et des points. Et à partir du moment où vous savez faire ça, vous savez tout dessiner. C'est très simple. Regardez n'importe quel objet du quotidien, essayez de le figurer très simplement et vous allez vous rendre compte que tout finalement peut être dessiné avec ces formes de base. Dans le sketchnoting, on va pas chercher les fioritures, on va chercher la rapidité et l'efficacité puisqu'on prend la note en temps réel. Alors, si on passe à la page suivante, en fait, vous allez assez rapidement développer ce qu'on appelle un alphabet visuel. Donc, commencer à composer des petits pictogrammes que vous allez pouvoir utiliser dans les sketchnotes, à la fois pour représenter des choses très concrètes, mais également pour représenter des idées plus abstraites. Là, par exemple, dans l'illustration qu'on a sélectionnée, vous voyez une tasse à café. On est d'accord que le café, ça représente à la fois le café, mais ça représente aussi une pause, par exemple. Ou l'ampoule, qui est aussi très bien connue pour représenter l'innovation, l'idée, la créativité, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de développer, de vous amuser à vous créer cette petite bibliothèque de pictogrammes très simples et surtout des pictogrammes qui vont vous être utiles selon les thématiques de conférences auxquelles vous allez être amené à sketchnoter. Voilà, donc il y a peut-être des choses que moi j'utilise dans mon univers professionnel qui est très proche des ressources humaines, qu'Alex, qui travaille plutôt dans la biologie, va pas du tout utiliser, bien évidemment, dans ses sketchnotes. Et vice versa d'ailleurs. L'autre volet du sketchnoting par rapport notamment au texte dont on parlait tout à l'heure, c'est le lettrage. En fait, une sketchnote est composée de contenu textuel et en particulier, on va avoir besoin de titrer et de faire des sous-titres pour structurer son contenu. Du coup, on peut utiliser 1 à 2 polices de caractères différentes. Donc là aussi, on peut s'amuser à jouer sur les tailles, les formes, sur les capitales, les minuscules ou sur la dimension cursive ou plutôt script de l'écriture pour voilà, écrire son contenu sur sa sketchnote. Je te laisse, Alex, prendre la suite. Alors, juste pour le lettrage, en fait, parce que souvent, il y a aussi deux blocages, le fait que je ne sais pas dessiner, alors qu'en fait, je dirais même niveau 5 ans, ça peut passer. Et Ça pour passe. le lettrage, en fait, souvent, moi, ce que je fais, c'est que je m'inspire de polices que je vois sur Internet, sur Word ou sur DaFont, et j'essaie de les recopier, de m'entraîner. Ou après, on peut en créer soi-même, mais pas forcément. Voilà. Donc une fois que vous avez votre alphabet visuel, à savoir les petits pictos, la partie vraiment graphique visuelle, et le texte qui va être du coup lettré,
Vous pouvez aussi utiliser une ponctuation visuelle. Et finalement, c'est ce qu'on fait déjà lorsqu'on fait un post sur Facebook. Souvent, on va mettre des icônes ou des émoticônes parce qu'on sait que les émotions créent de l'engagement. Et donc, c'est typiquement la même chose dans le sketchnote. La ponctuation, elle permet de créer du rythme et du coup de créer de l'engagement. Par contre, du coup, je ne parle pas de la ponctuation classique, point, virgule, etc. La ponctuation, en fait, dans le sketchnote, vous pouvez l'utiliser en mettant des personnages. Des personnages, donc vous voyez, de type personnage bâton, ou le personnage ressort qui met un peu plus de dynamisme, le personnage étoile qui, lui, permet de vraiment mettre le corps en mouvement. Et sinon, on peut aussi faire juste des visages, des émoticônes. Là, je vous ai donné une petite astuce pour créer différentes expressions, différentes émotions. C'est donc en jouant sur la forme des yeux, la forme de la bouche. Tout de suite, on peut trouver déjà plusieurs types d'expressions. Et donc ça va être très important, justement, je vous disais, pour mettre de l'humain, mettre des émotions et du coup mettre du plaisir et de l'engagement dans vos sketchnotes, vous, quand vous les faites, et aussi pour le lecteur. Voilà pour la ponctuation du coup. Ensuite, tout comme les notes classiques, il faut organiser tout ça. Donc pour l'organiser, c'est-à-dire ordonner vos idées, pour capter le regard, guider la lecture, on peut utiliser soit des listes de points, donc les listes de points, les bullet points. Si vraiment il y a une chronologie, on peut aussi utiliser du coup des numéros pour les bullet points. On peut utiliser des contenants qui permettent du coup de mettre en avant des idées. En gros, ce serait, vous voyez, comme sur Word, les titres, les sous-titres, les citations, etc. Donc, utiliser des contenants. Et ensuite, vraiment là, pour vraiment guider la lecture, parce que le sketchnote, c'est vraiment une organisation qui peut être très éclatée, on peut utiliser des connecteurs, des flèches, des chemins, des pancartes, qui vont vraiment, du coup, orienter la lecture. Petite astuce, pour les contenants, en fait, souvent, on fait le contenant avant parce on sait que là, c'est important, et finalement, le texte est trop grand ou trop petit. Donc, du coup, la petite astuce, en fait, c'est d'écrire le texte d'abord, et ensuite, de l'encadrer ensuite avec le contenant que vous avez choisi. Voilà. Donc, ponctuation, syntaxe, qui permet du coup de mettre en évidence une organisation générale. Et donc là, moi, je vous le présente vers la fin, alors que globalement, en pratique, comme elle disait Gaëlle, souvent, une fois qu'on a un peu l'idée dans la tête, lorsque la personne qui présente a présenté son plan, vous pouvez choisir un type d'organisation. Quand vous commencez, en fait, vous l'avez un petit peu en tête. Nous, ce qu'on vous a proposé aujourd'hui, c'est l'exemple de la grille. C'est un exemple qui est pas mal au début pour commencer. On peut faire différentes cases, hein, c'est pas forcément ce format-là, mais en tout cas, c'est un format qui est même, entre guillemets, assez cartésien et qui, du coup, pour un commencement, permet de bien ordonner et organiser les différentes parties. Après, sinon, vous avez un format plus classique, format linéaire, format chemin. Donc là, c'est un chemin qui est un peu linéaire, mais le chemin, il peut partir d'en bas à gauche pour revenir en haut à droite, peu importe. Un format plutôt vertical. Vous avez le format escargot qui part du centre pour aller vers la périphérie. Vous avez le format popcorn où là, vraiment, toutes les idées sont éclatées un peu partout dans l'espace. Le format fenêtre, le format réseau qui ressemble à la carte mentale et le format gris. Et donc, comme je vous disais, par la suite, quand vous lisez votre sketchnote, si vous voyez qu'il manque d'orientation, vous pouvez bien sûr rajouter des flèches entre les popcorns, entre les fenêtres. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous proposera de faire pour compléter votre sketchnote que vous êtes en train de faire, si vous ne parlez pas trop vite. Voilà. Donc, pour la partie, donc on a vu du coup l'alphabet visuel, les pictos, le lettrage. Ensuite, on a vu comment mettre de la ponctuation, comment mettre du rythme grâce aux émoticônes, grâce aux personnages. Et on a terminé par comment organiser, c'est-à-dire avec ce qu'on connaît déjà, qu'on fait un peu déjà en fait, les bullet points, les contenants et les connecteurs avec des flèches, ou même connecteurs, ou aussi ça peut être aussi des séparateurs pour séparer les idées. Voilà. Le sketchnote, pourquoi faire? Donc ça c'est une partie qu'on aurait préféré mettre au début, mais vu que vous aviez besoin des outils pour sketchnoter, on l'a mis du coup dans la troisième partie. Et donc là, Gaëlle, tu peux remontrer sur la trame? Ou est-ce qu'on peut... Voilà. Un petit peu ici, en laissant un peu de place quand même pour la conclusion. Donc le sketchnoting, pourquoi faire? Donc
comme l'exemple qu'elle vous a donné Gaëlle, je vais vous le refaire et peut-être un peu plus le préciser un peu plus. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des profils d'apprentissage ou profils de mémorisation, lorsqu'on fait la distinction en fait entre les visuels, les auditifs et les kinesthésiques. Donc, les visuels, c'est ceux qui retiennent souvent en fait des images ou l'orthographe des mots. Les auditifs et les verbales, c'est plutôt ceux qui réentendent. Et les kinesthésiques, c'est ceux où on dit ils aiment bien faire avec le corps, ils aiment bien ressentir. Ou peut-être vous en avez jamais entendu parler et vous ne savez pas du tout de quoi je parle et du coup non plus quel serait votre profil dominant. Du coup, je vais vous poser une petite question et vous allez essayer de me dire ce qui s'est passé dans votre tête. Donc si je vous dis le mot avion, avion. Donc soit les visuels ont vu un avion dans leur tête, donc en fermant les yeux, ils ont vu un avion. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait fermer les yeux, tant pis. Donc soit vous avez vu un avion dans votre tête, soit vous avez vu une image qui est en lien avec un avion, soit vous avez vu le mot avion, A-V-I-O-N, ça reste toujours visuel. Les auditifs et les verbales, ils ont peut-être entendu ma voix se répéter dans leur tête, avion, avion, ou une autre voix, ou leur propre voix, ou même le son d'un avion. Et les kinesthésiques, eux, souvent, c'est un peu moins, il y a un lien un peu moins direct. Donc, soit ils se sont vus dans un avion, donc ils sont, vous voyez, ils sont dans le ressenti, ou soit un ressenti encore plus fort du style, ceux qui ont peur de l'avion, peut-être qu'ils ont eu des petites peurs, ou peut-être ceux qui auraient dû être en vacances hors coronavirus, ils sont là, mais normalement, j'aurais dû être sur la plage, et là, bah, j'écoute le live, il est intéressant, mais j'aurais préféré être sur la plage. Donc ça, c'est vraiment de l'ordre du ressenti et pas forcément du corporel, plutôt du ressenti. Donc eux, on va dire qu'ils sont plutôt kinesthésiques. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, souvent dans cette approche, on dit que les visuels ont besoin de visuels pour mieux apprendre, mieux travailler, que les auditifs ont besoin d'écouter et que les kinesthésiques ont besoin de faire. Et en fait, cette partie-là est fausse. Pour être plus efficace, il faudrait en fait faire les trois, faire un peu de tout. Et ça tombe bien, c'est ce que fait le sketchnoting. Avec le sketchnoting, il y a du visuel, vu qu'il y a beaucoup d'icônes, de lettrage. Il y a du kinesthésique parce qu'on le fait vraiment avec les mains, il y a de la créativité qui est mise en jeu. Et surtout, comme il y a de la créativité, il y a aussi peut-être de la frustration, mais souvent il y a du plaisir parce qu'on est content du résultat, parce qu'on a mis, on y a mis du cœur en fait. Donc, d'où l'importance du sketchnoting pour soi, pour apprendre. C'est vraiment un outil qui, cognitivement parlant, est très très complet. Donc, lorsqu'on sketchnote pour soi, comme elle disait Gaëlle tout à l'heure, c'est très efficace parce que ça permet de rester concentré. Parce qu'on ne peut pas tout sketchnoter, on ne peut pas tout écrire, du coup on est obligé de filtrer l'information et de la hiérarchiser. Ce qui nous demande vraiment une écoute vraiment active, de se poser des questions et d'être au taquet. Hein. Je pense que là, vous vous rendez compte. Ensuite, du coup, ça permet de mieux mémoriser et de mieux comprendre parce que le fait de hiérarchiser demande forcément de faire des liens, d'organiser. Et pourquoi ça permet une meilleure mémorisation? Parce qu'en fait, c'est difficile à faire. Et en fait, tout l'effort que vous allez investir là en faisant le sketchnote, ça vous permet de mémoriser à long terme. Et surtout, le dernier point qui n'est pas à négliger, c'est que comme c'est synthétisé, comme c'est comme une photo, souvent on relit nos notes. En plus, elles sont agréables à lire. C'est pas comme les 4 pages qu'on a écrites, qu'on arrive à peine à relire et qu'on n'a pas du tout envie de relire. Un sketchnote, ça permet de vraiment, la fonction des notes, relire ses notes. Et là, l'exemple que je vous ai mis, c'est un exemple d'élève de première. Et donc, lui, cet élève-là, vous voyez, je suis sûre qu'elle va se souvenir de la fécondation, spermatozoïde et ovule, parce qu'elle a mis de l'émotion. L'ovule, il a non, c'est mort, moi je veux pas aucune relation avec toi, alors que le spermatozoïde, il est à fond dedans. Pareil, il y a une petite blague pour la méiose, mais bon, je vous épargne le cours d'SVT. Mais en tout cas, je suis sûre que cet élève-là s'en souviendra, parce qu'elle a mis de l'émotion. Donc du coup, c'est un outil hyper efficace pour apprendre. Et dans notre cas, en fait, apprendre rime forcément avec entreprendre. Voilà. Alors, on peut aussi sketchnoter, donc vous l'avez compris, on sketchnote pour soi, mais on peut aussi le faire pour les autres. Hein. Donc, il y a 3 autres pratiques, entre guillemets, qui sont déclinées du sketchnoting. Il y a ce qu'on appelle la modélisation. En réalité, c'est du sketchnoting, sauf que c'est asynchrone. C'est-à-dire, au lieu de le faire pendant la conférence, on le fait à tête reposée, donc on peut faire quelque chose plus posé. On peut avoir pris des notes un peu à l'arrache, au crayon de papier, et puis revenir. Et comme on a eu le temps d'écouter la totalité
totalité du discours, bien prendre le temps de hiérarchiser l'information, de remettre les choses dans le bon ordre, etc. Et du coup, ça, c'est un contenu ensuite, une catch note qu'on peut partager avec d'autres, puisque comme on a pris le temps de le faire plus proprement, en général, c'est plus facile à suivre et à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas assisté éventuellement à la conférence, au webinar ou autre. Ensuite, on a ce qu'on appelle le scribing, qui s'appelle aussi graphic recording, qui est là plutôt un exercice de facilitation de groupe. Ça marche très bien en séminaire de créativité, séminaire managériaux, etc. Donc les gens vont travailler ensemble et le sketchnoteur un peu en retrait va véritablement capter tout ce qui est produit par le groupe de travail et leur présenter à la fin la fresque ou le document qui a été fait, la sketchnote. Et l'intérêt, c'est vraiment de réaligner l'ensemble des participants sur la production, qu'ils aient finalement une synthèse visuelle et une trace aussi de tout ce qui a été produit dans le cadre du groupe de travail. Et là aussi, c'est beaucoup plus facile à partager qu'un long compte rendu de bullet point. Et enfin, la facilitation graphique pure, ce que j'appelle moi aussi le parler dessiné. En fait, pour le coup, c'est c'est vraiment l'usage là des pictos en animation. C'est-à-dire si je donne une formation ou pour Alex un cours, je vais utiliser sur le paperboard mon feutre et dessiner des choses en même temps que je les explique, ce qui va permettre d'engager et d'attirer l'intérêt davantage de mon public. Alors, on voulait vous demander si vous aviez ressenti des petites difficultés ou voilà comment vous viviez cette expérience. Si vous avez envie de répondre un peu dans le chat pour nous dire, ou peut-être si vous aviez testé voilà, si vous avez des questions, si vous aviez testé le Picto Challenge, que vous n'avez peut-être pas osé poster vos créations, voilà, est-ce que vous avez un feedback pour nous ou pas? Célésiane, est-ce qu'il y a des questions? Hey, I'm back. Alors, pour l'instant, pas de réaction. On a un petit décalage. Juste des petites réactions de gens qui suivent la patate at work et qui te disent bravo Gaëlle pour ce boulot. Merci. Sandrine qui nous parle le VACOG. Ça vous parle? Elle a juste mis ça en commentaire. Le VACOG. Moi, ça parle pas des visuels et. C'était sur la partie kinésie, visuel, etc. Ouais, c'est ça. Donc du coup, c'était quoi la question? C'était juste écrit ça en commentaire. Le VACOG. L'abréviation de visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Voilà, après, moi, la seule petite attention que je voulais que les époques prennent, c'est juste de pas se mettre vraiment juste se cloisonner dans un seul type, parce que c'est là où faut faire attention. On dit que c'est un neuromythe, c'est une fausse croyance sur notre fonctionnement, et je trouve il est très pénalisant parce que du coup il limite notre potentiel. On peut avoir une préférence, mais si on veut être efficace, il faut tout faire. Voilà, et du coup, moi je vous partage ma sketchnote ou pas? Oui. Oh. Mais je crois que j'ai pas bien compris. Et c'est pas grave. Je me suis plantée de trucs que j'ai fait là alors que j'aurais dû faire en bas. C'est pas grave, tu auras beaucoup de place pour la conclusion qui est pour nous des messages clés aussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on veut finir là-dessus aussi pour que vous soyez. Un petit message de Claire qui nous dit: je trouve difficile de choisir une architecture quand on ne sait pas quelle est la structure que va adopter l'orateur. Ouais, alors on ne sait jamais. On ne sait jamais, c'est toujours un petit peu la piste aux étoiles, puisque en fait, en fonction déjà de la configuration, s'il y a un seul intervenant, si c'est plusieurs intervenants, etc. Donc après, à force d'habitude, on finit par repérer un peu des structures. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent avec des plans, ils annoncent leurs plans, il y a souvent 3 parties, donc on le voit très bien arriver le plan. Après, les structures type popcorn qu'évoquait Alex tout à l'heure fonctionnent très bien. Moi, quand je suis en scribing, notamment chez des clients pour des ateliers de créativité comme on évoquait tout à l'heure, je fais beaucoup de popcorn en fait parce que je ne sais pas du tout comment ça va partir. Parfois, les personnes qui animent m'ont dit je vais animer l'atelier avec telle et telle séquence, mais parfois ça se passe pas du tout comme ça. Donc finalement, c'est derrière, avec le travail de connecteur, les guides de lecture, comme l'expliquait Alex tout à l'heure, qu'on va pouvoir redonner du sens et essayer de reguider. Il y a aussi des gens, quand ils prennent la parole, qui ont
fonctionnement où moi je vois souvent des cartes mentales en fait, où la personne va parler d'une thématique et puis elle, à chaque fois qu'elle avance dans son sujet, elle revient et donc on voit bien le fonctionnement un peu arborescent qui se dégage. Mais là, de toute façon, et ça fait une bonne transition avec la suite de notre propos, il n'y a pas, enfin voilà, il n'y a pas 40 000 possibilités. Le tout, c'est vraiment de s'entraîner. Plus on en fait, plus on écoute, plus on voit aussi des choses émerger et ça devient entre guillemets plus naturel, quoi. Ça marche. Ben, on va aller très vite du coup Juste sur très la. rapidement, Gaëlle, comme ça, Ouais, toi, vas-y. tu avais fait. Du coup, le sketchnoting, ça nous permet aussi de faire un retour sur notre pratique de prise de parole. Parce que du coup, on se rend compte que c'est très important de guider, de exposer son plan vraiment de façon progressive et depuis le début, en fait. C'est ça, exactement. Alors du coup, je te laisse avancer les slides. Alors sur l'expérience, hein, on vous avait mis On va à la conclusion directement. voilà, on va à la conclusion directement parce qu'on vous avait mis les freins habituels et on pense que c'est normal. Enfin, c'était juste pour vous dire que c'était normal d'avoir ce type de frein et qu'encore une fois, on est passé par là aussi et voilà. Et donc, si on avance tout de suite sur les clés de succès, en fait, la première clé, c'est d'abord de commencer par être bienveillante avec vous-même. Même si vous avez un niveau de dessin d'un enfant de 5 ans, bah, c'est pas grave, c'est pas du tout un problème. D'ailleurs, un enfant, il cherche pas à faire un beau dessin, il cherche à vous exprimer des idées. Et c'est exact, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on veut faire en sketchnoting. Donc, pas de pression, donnez-vous du temps pour progresser et dites-vous que l'important, c'est moins le dessin et que finalement, encore une fois, cette capacité d'écoute et de filtrage de l'information. Si tu vas hop, à la slide suivante, l'autre point aussi, c'est d'apprendre à observer votre environnement. On est cerné par le visuel partout. Tu parlais des sites comme Dafont pour les polices. On peut regarder des sites internet comme Noun Project pour s'entraîner sur des pictos. Et il y a des pictos partout dans notre quotidien, sur n'importe quel magazine, sur n'importe quel site internet, sur les publicités dans les abribus, jusqu'en passant par les paquets de céréales. Il y a du visuel partout. Donc après, c'est vraiment réussir à le repérer au quotidien et à se faire son petit book avec vos petits pictos qui vous correspondent pour s'entraîner régulièrement. C'est d'ailleurs le point suivant si tu veux aller voilà. Donc entraînez-vous des lignes de lettrage, hein, c'est comme en CP quand on apprend la cursive, et ben il faut faire des lignes de lettrage régulièrement pour tester des nouvelles choses, voir avec quoi vous êtes à l'aise, avec quoi vous écrivez vite et pas trop mal, dessiner des petits pictos, tout est sketch notable, une émission de télé, une émission de radio, un live des épaulettes, un webinar, une formation, tout ce que vous voulez, vous pouvez le sketch noter. Même votre projet de vacances, vous pouvez le sketch noter. Donc vraiment, allez-y, jetez-vous à l'eau. Encore une fois, plus on en fait, plus ça devient naturel. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu comme si on apprenait une deuxième langue, quoi. Et puis ensuite, quand vous avez un petit peu expérimenté, vous avez un petit peu de matière, montrez à des personnes autour de vous, de la famille, des amis, des gens un peu bienveillants. Et si ces personnes qui n'ont pas suivi, par exemple, l'émission que vous avez sketch noté ou la conférence, sont capables d'avoir compris l'essence de ce qui a été dit par l'intervenant, eh ben c'est gagné. Ça veut dire que vous avez atteint l'objectif, même si encore une fois l'objectif il est souvent d'abord pour soi, par rapport à ce qu'expliquait Alex tout à l'heure, pour mieux mémoriser aussi l'information. Et enfin, le dernier point, avant de repasser la parole à Alex pour finir, c'était le fait que il n'y a pas une sketchnote qui se ressemble. Même si avec Alex on a écouté le même live de Marie-Josée Côté et on a fait l'exercice toutes les deux, ben, nos sketchnotes n'ont rien à voir parce qu'on a des personnalités, on a des styles, on a chacun notre singularité. Donc surtout, ne vous comparez pas. Si vous allez sur les réseaux sociaux suivre des sketchnoteurs, c'est génial, ça va vous donner plein d'idées, ça va vous inspirer, vous allez recopier des pictos, ça va être canon. Mais ne vous dites pas, oh là, ils font des trucs trop bien, j'y arriverai jamais. Parce que ça, c'est le meilleur moyen de pas y aller. Et du coup, pour continuer, en fait, déjà, c'est le meilleur moyen pour pas y arriver, se mettre la pression et surtout, en fait, se comparer. C'est une illusion parce que nous, ces sketch notes que vous voyez, c'est notre travail final. C'était pas du scribing, c'était pas en live. Et du coup, je sais pas si essayez de deviner combien de temps on a pris. Et du coup, vous voyez, juste pour ça. Donc moi, avec la lecture, etc., on a pris à peu près nous 2 heures chacune. Donc vous voyez, quand vous comparez, vous vous dites peut-être, ah mais elles ont fait ça comme ça. Non, c'est pas vrai. Et en plus, on n'est même pas contente de nous-mêmes des fois. Donc c'est important d'être vraiment toujours bienveillant envers soi. Ensuite, ce qui va être important quand vous faites un sketch note ou même n'importe quelle nouvelle activité, c'est que vous le fassiez pour vous. Donc avoir du plaisir. Donc Gaëlle et moi, quand on fait notre sketch note,
Bien sûr, tout le temps, on a toujours notre petite voix là, ah, on aurait pu faire ça, mais globalement, on est contente. On est content d'avoir fait ça. On préfère avoir fait ça qu'un long texte. On préfère relire notre sketch note que de revoir toute la conférence qui a duré 2 heures. Et donc ça, c'est vraiment clairement un petit conseil concret pour sortir de sa zone de confiance et du coup d'avoir un esprit de développement, faire des choses nouvelles et surtout se féliciter. Ah ouais, non, elle est bien ma sketchnote pour une première sketchnote. Célésiane, pour une première sketchnote, ce qui est super bien, c'est qu'elle a mis vachement d'icônes et très peu de texte. Et ça, c'est top, je trouve. Et donc, ce qui est très important aussi, du coup, ça va vous permettre de lâcher prise. Donc, j'aime bien cette petite image, même si elle n'est pas, vous voyez, c'est pas un dessin de Monet. Hein. En fait, nous, on est toujours avec plein d'idées, gérer son temps, retenir les idées, faire ceci, faire cela. Et là, de tout passer, tout transposer de la tête au papier, ça nous aide beaucoup à lâcher prise. On va pas l'oublier, on l'a mis sur une feuille. Donc, tout le flux qui est sur la tête, paf, on le met sur le papier. Et ça, vraiment, ça aide beaucoup à se poser. Voilà. Voilà, donc allez-y, lâchez-vous. Si vous avez envie, publiez vos sketch notes de ce live en commentaire. On sera ravis. Bravo Célisiane. C'est mon premier sketch note. Et alors, du coup, je confirme que je dessine comme un enfant de 5 ans. Cette main-là, voilà, franchement, si t'as des mains comme ça, t'es une sorcière. Ouais, l'idée de la bienveillance avec le cœur dans la main, c'est top. C'est génial. Merci. Une petite question avant de laisser, on a un petit peu dépassé le temps. Une question de Léa. Il n'est pas facile d'inventer un alphabet graphique. Existe-t-il des supports sur lesquels on peut s'appuyer pour s'inspirer? Vous avez parlé de Non-Project pour la partie. Oui. Alors on peut utiliser. Alors il y a des livres aussi. Alors il y a la Bible de Mike Rodd qui est vraiment pour s'initier au sketchnote. Et en plus il y a à l'intérieur il y a des exercices qu'on peut faire et tout qui est vraiment sympa. Après il y a aussi un bouquin qui s'appelle le Bicablo. Alors moi je l'ai pas, mais qui est je crois qu'il est quand même assez cher, mais qui est vraiment la Bible des sketchnoteurs pour avoir voilà plein de petits pictos. Et puis après il y a un site qui vient de sortir qui s'appelle Pictodico, qui a été fait par Romain Couturier, qui est un sketchnoteur facilitateur, coach agile. Moi j'ai suivi en fait sa formation il y a 1 an, et il vient de sortir ça sur internet. Donc vous cherchez pictodico.fr je crois. Et il y a plein de choses et c'est enrichi par toute la communauté des gens qui ont suivi cette formation. Donc c'est très sympa et c'est collaboratif en plus. Après, si c'était plutôt l'alphabet visuel sur le lettrage, il y a beaucoup de ressources sur, vous savez, tout ce qui est bullet journal. Il y a pas mal de bullet journal, lettrage. Des fois, il y a des feuilles à imprimer et on repasse, comme tu disais, hein, tu sais, quand on apprend à écrire en primaire, avec différents types de police. Donc, si vous cherchez sketchnote, lettrage ou bullet journal plus lettrage, il y a pas mal de ressources. Ouais, moi je suis aussi une fille qui s'appelle Calligraphie, je crois, sur Insta, qui fait des ateliers pour apprendre le brush lettering, le lettrage et tout. Elle fait des choses canon, il y a plein de choses sur son blog. Voilà, donc vraiment, Internet c'est une mine. Donc allez-y, sautez à l'eau. Moi, pour faire pas mal de bullet journal, il y a quand même beaucoup de ressources aussi sur Pinterest aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir Pinterest pour ça, vous pouvez trouver beaucoup de ressources. Merci tout le monde, merci à vous, merci Alex, merci Gaëlle. Merci. À bientôt, merci. Salut tout le monde.